Ne vous inquiétez pas, ce podcast a été contrôlé par les pires psychologues du Québec. Alors, enjoyez, gang de débiles! Salut les zombies, c'est le capitaine El Zomblar qui vous a ramené une belle pépite de 1961, un film mexicain, El Mundo de los Vampiros, ou en français Le Monde des Vampires, et c'est quelque chose. L'introduction du film nous plonge directement dans un univers sombre et gothique avec le réveil du comte Sergio Subotai. On voit tout de suite que le Bela Lugosi mexicain du coin, il sait jouer de l'orgue. Un bel orgue magnifique fait d'ossements et de têtes de mort. Avec cette musique, il arrive à réveiller toute une horde de vampires. Il les maîtrise grâce à son doigté et c'est magnifique. Par contre, la horde de vampires, c'est pas Jojo, hein, franchement. Des masques faits avec on ne sait pas trop quoi, peut-être des journaux. Ça ressemble à des espèces de chauves-souris croisées avec des humains, mais c'est franchement pas beau. Mais en même temps, c'est rigolo. Alors le comte Subotai, il nous partage rapidement ses envies, hein. C'est détruire la race humaine, faire que des vampires, mais surtout une petite vengeance, parce qu'il y a des siècles de ça, il a failli se faire buter par toute la famille Coleman. Alors maintenant, il reste plus qu'un vieux, et puis ses deux nièces. Mais ça fait rien, il est vénère, alors il veut en faire des vampires. À l'aide de ce poignard, je fus assassiné il y a plus de 100 ans. Par un homme qui portait le nom maudit de Coleman. Il coupa le fil de ma vie terrestre alors que ma mission sous la forme humaine n'était pas terminée. Bon, comme vous pouvez voir, Chris Simoy, hein, ça a ouvert la fenêtre, checker dehors, c'est pas le temps de sortir, là, trouvez-vous des activités en dedans, là. Calice, ça aurait pas me trouver de quoi de mieux que ça. Hey, décroche, Chris, là, tu vois bien qu'elle a découpé, asti, man. Tabarnak. Hey, accessoiriste, t'es-tu de quoi de mieux que ça, là? J'ai l'air d'une capote, asti. Hey, on recycle l'infoman, Chris! Calice. Hey, accessoiriste. Bon, ben, asti, j'ai un peu mieux. Calice. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est fini, là. Ça marche pas, là. Calice. Ouais, un canard, c'est pour fuiter, je la comprends, asti. Asti, j'aurais dû écouter ma mère faire de la construction. Ah. À ce moment-là, il y a les Coleman qui font la bamboula chez eux, une petite fête sympa entre amis. C'est là qu'on rencontre le héros, un gars stylé qui sait jouer du piano lui aussi, mais qui a étudié ça vraiment solide. En fait, toutes les compositions qu'il connaît, c'est des trucs originaux qui veulent dire des choses, dont une musique qu'il a appris dans les pays de l'Est pour éloigner les vampires. Oh, ça devient intéressant ça. En réalité, je cultive la musique d'un point de vue très différent de celui auquel vous pensez. Qu'est-ce que tu veux dire, mon garçon? On pourrait dire que j'étudie la musique de façon scientifique. Les effets que sont capables de produire les sons sur les êtres vivants, par exemple. Je n'y comprends rien. Et toi? Je veux dire qu'il y a des sons et des vibrations musicales capables de produire les effets les plus étranges et les plus merveilleux. Ils peuvent même tuer un animal. Ou alors soigner une personne. Ou encore la rendre folle. Tu es sérieux? Oui. Et c'est à cette sauterie
que Subotai, il se rend compte que la musique du héros, là, il aime pas du tout, hein. Donc, il se casse. Mais il en profite pour vampiriser un peu de monde, hein, parce qu'il est là pour ça, après tout. Cette nuit, tu deviendras immortel. Ensuite viendra le tour de ta sœur Myrta. Devant les yeux du dernier des Coleman, vous vous unirez à la Légion des morts vivants. Je vous raconte pas que il va y avoir quand même une petite lutte de piano, mais c'est pas une comédie musicale non plus, hein. Vous inquiétez pas. Alors pour la suite, je vais vous laisser regarder parce que franchement, ça vaut la peine. Nous allons devenir exactement comme eux. Non. Lui ne deviendra pas comme eux. Subotai, maudit sois-tu. Stop. Moi, j'ai besoin d'une bonne digestion. C'est pour ça que je mange des petits gâteaux, va chier. Un petit gâteau, va chier, ça rend moelleux. Des petits gâteaux, va chier, ça rend crémeux. Un petit gâteau, va chier, c'est tellement bon pour chier. Ça fait tellement du bien. Ça rend mon caca régulier. Les petits gâteaux, va chier, quand tu veux être régulier. Pour le film, pas grand chose à dire si ce n'est que le réalisateur Alfonso Corona Blake, il a réalisé 1 an plus tard un film de Santo, en français Superman contre les vampires, et que le scénariste était un lutteur à l'époque. Petite dernière chose pour ce film, des idées innovantes quand même. C'est peut-être un des premiers suceurs de sang à avoir les dents rétractables. Et puis l'idée de mener tout le monde avec de la musique, ça on l'a pas vu souvent. Donc je vous laisse regarder la bande-annonce. A la medianoche rompen las cadenas de su letargo. De entre las brumas surge la escalofriante amenaza de seres que jamás murieron. La leyenda de un hombre que vuelve a la vida al conjuro de su espantoso destino. Su maligno cerebro rige un mundo escalofriante, un mundo horrible, el mundo de los vampiros. Destruiremos la despreciable raza de los humanos y formaremos la nueva especie de los inmortales. ¿Por qué pones esa cara tan seria? No pensarás que existen los vampiros, ¿verdad? Sí, existen. Y amparados en las sombras de la noche, atacan y destruyen. ¿Oíste? ¿Qué cosa? Como un chillido. Ven. Cruza la noche. No importan las tinieblas. Nada puede detenerte. A través de los espacios, a través de las sombras. ¡Míreme! Ha caído usted en el infierno. El mundo de los vampiros. Hey, c'est mon oncle Frank. Basket case! Yeah! Classique, classique! Moi, j'aime bien ça, c'est du stop motion un peu là-dedans, là, tu sais, fait que... C'est de la job, même si c'est cheap. Cheap! So bad, it's good. Ouais!
Puis, tu sais, c'est le gars, là, c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose dans le basket. Puis on ne sait pas tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans le basket. Un basket, en passant, là, les Français, là, c'est un panier. Puis, moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Puis, ça m'a tellement fait... Ça m'a tellement touché. Ouais, il fait pitié pour petit, tu sais, il fait pitié. Ouais. Mais gore! Qu'est-ce que c'est gore? The girl on the third floor. Pourquoi? Ça me donne le goût de pleurer. Pourquoi ils ont pris un lutteur pour faire un film? C'est pas Roddy Piper, là. C'est CM Punk. Il y a des liquides dégueulasses. Puis, tu sais quoi, tabarnak? Il y a plein de filles, mais il n'y en a pas une qui est au 3e étage. Dans le mur, dans le backyard. Ouais, mais rien dans le 3e étage. Je comprends. J'ai rien compris du corps les effets. The Follow. Que c'est ça? Du monde qui te suit. J'ai rien compris, tabarnak. Ça a l'air c'est une métaphore par rapport aux maladies sexuelles. Je sais pas trop. Calisse, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui a fait ça? J'aurais honte, moi, tabarnak. Du monde qui me suit. Tout le temps. What the fuck? Ça suit. C'est ça. Ben, j'ai rien à dire de plus. C'est plate. C'est plate, calice. C'est de la merde! Becky, si vous avez pas vu ce film-là, ben vous avez jamais vu Kevin James, esti, épeurant de même. Il y a une hostie de grosse croix gammée ici en arrière de la tête. Hey, la petite fille, là. Ben, elle est smart. Ouais, elle est smart. Tu sais, tu es quelqu'un avec des crayons de couleur, là. Ben, moi, je trouve ça bien imaginatif. Asti qu'elle marche, la petite tabarnak. Colorée, pis moi, j'ai bien aimé les angles. J'ai bien aimé la réalisation. Evil Dead, le remake. Moi, je suis désolé, le tabarnak, mais moi, j'étais un gros fan d'Evil Dead. Bon. Puis, non, moi, je suis fidèle. Je trahirai pas mes valeurs. Je veux rien savoir de l'écouter Carlis. Tout le monde me dit, asti que c'est gore, asti que c'est bon. Je m'en calisse. OK? J'ai rien d'autre à dire. Je l'écouterai pas, calisse. OK? C'est ça qui est ça. Bon vieux Evil Dead, 1981. Asti, si tu penses que t'as juste écouté Army of Darkness, tu penses que c'est Evil Dead, ben tabarnak, qu'est-ce que tu réveilles-toi pis va écouter Evil Dead? You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, until the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we got each other's arms. You've got to lean a little, lose a little, and always have to lose a little. That's the story of, that's the glory of love.
curé! Oh, wow. Oh! Hey, Zombla! Viens voir! Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais! Viens voir, là! Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bon, j'arrive là, attends. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Putain, c'est pas vrai ça. Hey, ah ouais, viens, Ouais, ça va, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Hey, viens Qu'est-ce qu'il y a voir! encore? C'est pas vrai, quoi? Fais juste venir voir. Ah ouais, je comprends pourquoi tu m'as appelé, ouais. Oh, c'est malade ici! C'est malade, hein? Tabarnak! Qu'est-ce que vous faites ici, là? Y a pas de curé ici, là? T'es qui, toi? C'est quoi cet endroit de malade? Attends, je veux tout savoir, là. Bouge pas, je vais aller interroger le gars parce qu'il va tout me dire. Tu vas tout me raconter ça tout de suite. Dis-moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir à l'entrée Jean-Michel Cholette. Mais moi, je croyais que c'était le curé ici. On est dans une église. T'es qui, toi? Moi, je suis le nouveau propriétaire de cette église. Elle a été désacralisée de toute religion il y a un bout, puis maintenant je le transforme en lieu, un temple, un atelier d'artiste, un endroit de création. Attends, un atelier d'artiste, c'est-à-dire? Un endroit de création, un endroit où on peut venir s'inspirer, puis pour peindre ou créer des choses là. Ah, pas mal peinture en fait, si tu as commencé par peindre, c'est qu'il y a de la peinture là-dessous. C'est sûr. Une grosse partie de mon art est en peinture, d'airbrush, d'acrylique, c'est comme ça. Là. Ok, quelque chose de solide quoi, tu fais des grosses œuvres, des petites œuvres. C'est quoi ton atelier ici en fait? Ça le devient, là, je suis en train de terminer. Donc, en fait, ma dernière œuvre, c'est l'église en soi. Là, okay. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait un tableau, mais je voulais vraiment un endroit pour me recueillir, vu que mes tableaux, c'est vraiment pour essayer d'expliquer... Ouais, calme-toi, là, tu vas me parler tout à l'heure avec Freak, ok? Parce que moi, je suis pas là pour te raconter des saloperies, là. Oui. Moi, je veux savoir, t'es qui? T'as fait quoi? Parce qu'avant d'arriver ici, c'est sûr que t'as fait plein de choses. Ouais. Raconte. Écoute... Depuis le début de ma vie que je fais de l'art, c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup, c'est pas une vocation que j'ai décidé du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvé à exposer autant dans la scène underground de Montréal, donc les classiques, les peintures en direct au fun électrique, pour ceux qui connaissent l'usine sans issue. Il y a un réseau d'art un peu underground, vu que mes œuvres sont quand même excentriques, qui touchent quand même un côté noir, on considère que c'est la noirceur ou des choses comme ça. Mais le parcours, il était graduel. J'ai toujours exposé, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été dans des musées à travers le monde. J'ai en Suisse, j'ai été dans un musée exposé, j'ai passé 2 ans en Australie à peindre pour un galeriste. J'ai exposé aux côtés des grands. Là. Je fais du airbrush, donc j'ai été exposé avec Geiger en Suisse. Ouais, certain. Et wow. J'ai exposé avec lui, on était un groupe. Là. Mais c'est ça, le dark art, j'ai toujours suivi un peu le réseau. C'est une niche, donc les gens se connaissent assez rapidement quand quelqu'un se démarque. Ouais, mais moi je veux aller plus loin encore là-dessus parce que le dark art, t'as vu, je suis bon en anglais, ok? Ouais, c'est vrai. Tu vas pas me dire que t'as commencé ça à la naissance quand même? Moi je considère pas probablement que c'est dark art. On me qualifie de ça parce que les gens, tout ce qui est un peu mystérieux ou étude de l'esprit, de la vie, de la mort, de ces thèmes-là, c'est considéré dark. Tant qu'à moi, c'est pas dark du tout. J'ai pas une tendance à vouloir faire quelque chose qui est horrifiant pour choquer. Dans ma quête, c'est vraiment une quête de vérité. Puis je pense que ça va passer par l'étude de la conscience, des réflexions sur la vie, la mort. Donc, toutes ces choses-là, pour le commun des mortels, c'est considéré dark. Mais dans mon cas, c'est tout simplement une recherche, on pourrait dire même spirituelle. Je trouve que mon art, c'est le langage de l'esprit. C'est mon grimoire. Donc, je pense que l'art permet d'exprimer des vérités qui ne s'exprimeraient pas autrement. Puis, ok, et il en dit quoi, ton psy? Il
il m'a abandonné là, à la première rencontre. Je le comprends. mais je veux vraiment aller plus loin, je veux creuser là. Ouais. À 18 ans, tu étais déjà comme ça. Ouais. Oh. Une bonne partie des œuvres ici symboliques et à l'âge de 21 ans là, étaient déjà faites. Donc une bonne part de la collection qui était plus des symboles vraiment qui expliquent la création, qui expliquent la vie, qui expliquent toutes sortes d'aspects de l'existence. Ça a été fait, je dirais, avant l'âge de 25 ans. Par la suite, j'ai tombé plus dans des tableaux, des sculptures, mais vraiment l'étude des symboles, puis le côté, c'est dès le départ. Je pense que quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait beaucoup de méditation, puis j'ai pris beaucoup de psychédéliques. Donc, on parle des hautes doses d'LSD, des choses comme ça. Puis, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu ça, on se retrouve dans des dimensions parallèles. Là. Il y a le temps n'est plus linéaire à ce moment-là. Il devient flexible, on pourrait dire. Donc, ça, un peu comme Dali et ses horloges molles. Imaginez que tu vis un moment comme ça dans tes perceptions. Donc, je peux dire qu'à un jeune âge, j'ai compris que la réalité était quelque chose de malléable. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été... j'ai pas trouvé de thème qui valait plus la peine d'être exprimé à travers l'art que la réalité elle-même et ses mécanismes-là. Ok. C'est vraiment... Mais du coup, en fait, tu as fait tes toiles, mais tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je vais les exposer, et puis il y a quelqu'un qui t'a vu, qui a dit, waouh, ce mec, il est génial, et puis ça part de là, ou tu t'es autoproduit toi-même, je dirais, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, tu arrives à voyager, comme tu m'as dit tout à l'heure? Dès le départ, là, j'ai un tempérament entrepreneur. Là. Puis dans les années 80, fin 80, puis 90, la scène artistique, puis l'art qui était excentrique, était comme... il y en avait... C'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Les gens n'étaient pas aussi habitués d'être soumis. Il n'y avait pas Internet. Les choses qui étaient étranges semblaient encore plus étranges. Puis faire partie du galerie mainstream, c'est bien difficile. Donc, je me produisais moi-même des shows. Je fais d'une soirée, deux soirées à présenter des dessins puis des nouvelles théories que j'avais. Puis je faisais des genres de pièces de théâtre style rituel avec des gens. Puis je me suis produit moi-même jusqu'à ce qu'à un moment donné, je rencontre des gens, puis on produit ensemble. Puis ces gens-là, on a vieilli. Puis maintenant, il y en a qui sont des propriétaires de galeries. Donc, il y a un réseau. C'est ça qui arrive quand tu es longtemps dans un domaine. À un moment donné, des gens se positionnent. Puis aussi, en cause de mon amour pour les textes occultes, puis la poésie des romantiques, puis tout ce qui est la poésie anglaise occulte, mais ça m'a amené dans des réseaux de gens de lecture. Puis là-dedans, il y a des organisations là, de toutes sortes. Puis je m'y retrouvais à rencontrer des gens qui étaient dans mes cordes. Puis de spectacle en spectacle, je me suis retrouvé à grossir toujours. Puis maintenant, c'est rendu une proportion que j'aurais pas imaginé. Là. Je vis mon art, je l'applique dans plusieurs niveaux. C'est pas juste dans des galeries. Je peux aller redessiner un grain de bois, refaire des surfaces. Ça s'applique partout, l'art. Mais je me retrouve souvent à voyager puis à aller dans des musées. Là, ah ouais, c'est cool. Mais du coup, là, tu viens de sortir d'un truc, là. Donc, pas que de la peinture, alors. Tu pars sur quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre, en fait, à part la peinture? En fait, mon art, c'est pas un médium. Mon art, c'est un sujet. Puis peu importe la méthode, ça peut être de la menuiserie, comme j'ai construit, vous allez voir plus tard, un hôtel, j'ai fait des vitraux. Peu importe, c'est le message, c'est le décorum. Pour ça, ça va passer à plusieurs matières. Bon, on m'a surtout connu à travers mon airbrush puis mon coup de pinceau, parce que j'ai fait des pochettes de livres, j'ai fait des shows de groupe importants, j'ai fait différentes choses. Beaucoup de peinture en direct. Pochettes de livres? Ouais. Pour qui? Patrick Sénécal. Ouais, hein? C'est pas n'importe qui celui-là, hein? Ouais. Et les groupes? Pardon? Les groupes? Des groupes de musique? Ouais. Ah non, j'ai pas fait des groupes de musique. Ah non? Bon, ben, j'ai eu des groupes de musique, j'ai joué dans des groupes de musique, mais... parce qu'en plus, t'es... Ouais, je suis musicien, là. Je touche à tout. J'adore les arts. Je te dis, je respire que ça. C'est dégueulasse. Tu m'écœures. Ouais, bah écoute, c'est bien bon ça. Mais tu sais quoi? Ouais. Je vais te laisser dans les mains de Freak et puis vous allez faire un petit tour de l'église là parce que... Jean-Michel, je trippe là.
C'est malade, ça. Tu peux-tu comme... Je viens que je sais même plus où regarder, là. Il y a tellement d'affaires. Ben, on peut regarder les yeux. Déjà, il y a énormément d'yeux ici dans mes œuvres. Parce que moi, fondamentalement, je trouve que l'art se regarde, puis j'aime beaucoup le contraste entre regarder et la lumière. Pour moi, c'est les deux opposés de la création, là, du fonctionnement de l'esprit. Tu as la lumière, le regard. Fait que j'exprime ça à travers beaucoup de mes œuvres ici. Il y a beaucoup d'orbites de yeux qui flottent dans des substances de fumée, d'âme, de vapeur de vie. Parce que je peins des autres mondes. Je veux pas peindre la réalité, je veux pas inventer non plus une science-fiction. J'essaie, c'est une science-fiction, mais je veux vraiment peindre l'après-vie ou l'entre-vie ou l'oblique des perceptions, là. C'est ça mon trip. Fait que ça donne une idée. Puis les stèles, les planches en bois, on appelle ça des stèles. Ils faisaient ça dans les temples égyptiens, les prêtres, pour exprimer la vie de quelqu'un ou des mythes qu'il y avait à ce moment-là. Donc, moi, je m'ai servi du même thème pour expliquer mes théories sur l'univers. Donc, je les peins, je fais des symboles, on voit des hiéroglyphes égyptiens, on voit de l'hébreu, j'ai étudié un peu de kabbale, on voit un peu de sanskrit hindou. C'est comme un mix. Quelqu'un me dirait, t'es-tu d'une religion? Non, je prends toutes, là. Tu sais, je prends toutes. Je peux même dépasser, là, des souliers. Il peut y avoir de la place pour des souliers de clown dans l'histoire, là. Tu sais, j'ai pas de limite. Ça m'ouvre vraiment des portes. Puis, j'aime beaucoup le format temple parce que je trouve qu'aborder le thème de la création, de l'esprit, tout ça, ça demande un endroit qui est spécial. Puis je trouve qu'une vieille église, puis en faire un temple qui est un atelier d'art, vraiment, ça concorde avec mon travail. Fait que c'est ça, j'ai mes stèles en bois avec les symboles, puis j'ai mes tableaux airbrush. Comme je disais tantôt, on m'a connu beaucoup pour mon travail d'airbrush parce que j'ai fait des pochettes de livres, j'ai été dans des shows d'art avec, comme on dit tantôt, Geiger, puis différents artistes d'airbrush. Ben ouais, ça a été une belle aventure là, en Suisse, dans un beau musée qui s'appelait le Musée d'ailleurs. Ouais, une belle place, vous pouvez taper ça. Ils sont venus me recruter à Montréal. Il y avait quelqu'un qui faisait le tour de la planète recruter des artistes qui étaient semi-morbides ou horreur, dark art ou étranges pour le festival du 70e anniversaire de la mort d'H.P. Lovecraft, justement. Fait qu'on était des artistes là-bas pour interpréter Lovecraft, dont Geiger était là aussi pour cet événement-là. Donc, c'est ça. Ça m'a un peu rapproché, on pourrait dire, des maîtres. Là. Fait que c'était un honneur pour moi. Puis, à partir de là, ben ici, ça va être l'endroit que je me recueille, que j'expose. J'ai l'intention aussi d'exposer d'autres mondes, éventuellement. Mais là, je suis encore en phase embryonnaire. Là. Je construis l'église en soi. Je suis en train de la terminer. Là. Pour moi, c'est une œuvre en soi. Là. J'aime beaucoup faire des sculptures avec la lumière, comme j'ai tantôt que les yeux, mais je me sers de la vraie lumière à travers les vitraux. Puis avec de l'encens, je m'amuse à sculpter de la fumée. Fait que ça se promène comme des serpents, puis la lumière passe à travers, puis ça crée des ambiances là, sublimes. C'est ça qu'on a vu en rentrant. Ouais. Puis, on va voir, là, c'est magnifique ce que tu as fait. Là. Moi, je suis une fan. C'est ça qui est ça. Je suis une fan. Ouais, c'est super. En tout cas, merci de ta curiosité. Là. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ton domaine, puis dans ton art. C'est ça que c'est, là. Ah ouais, c'est le cœur de mon imaginaire ici. C'est juste magnifique. Moi, je suis rentrée ici, puis waouh, je te le dis, j'ai pas de mots. Je sais même pas quoi dire. Je voudrais que tout le monde voie ça.
il fait chaud, mais tout nu. Non, il faut pas être tout nu. C'est fini? C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini!